On enchaîne peut-être, Mickaël? Avec moi ou avec toi? Avec moi. Ouais, avec toi. Bon, alors oui, l'idée c'est de... L'idée, on va prendre, alors j'ai marqué 10 minutes, mais on va aller assez rapide. Hein. On va aller assez rapidement, comment dire, sur ce point-là, puisque j'ai commencé à en parler dans le développement de la journée. Alors, donc, faire le point, 10 minutes. Hein. L'idée, eh bien, c'est que nous, notre objectif, hein, c'est de ramener le réel en formation. On connaît les obstacles, on y est confronté, on connaît aussi les réussites. De par notre travail de formateur, on va sur le terrain, on sait ce qui se dit à propos de l'école inclusive, on a des enseignants en formation, ils nous rapportent des choses, et donc, eh bien, toutes ces réalités, on les connaît, vous les connaissez. La petite inquiétude parfois qu'on peut avoir dans des moments de formation sur le terrain, c'est de rester un grand moment sur la déploration. Et on veut essayer d'éviter cet écueil. Donc, l'idée, c'est de se mettre vraiment dans une dynamique, de se dire, eh bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour dépasser les obstacles? Alors, ce qu'on sait de votre métier, la plupart du temps, ce qu'on entend, hein, c'est que c'est une charge de travail supplémentaire, il y a un manque de formation, et on sait aussi hein, que le bien-être au travail est impacté. Les rapports des CHSCT sont clairs là-dessus, hein, que, eh bien, oui, la scolarisation de nombre d'élèves qui, eh bien, n'étaient pas habituellement dans l'école impacte, eh bien, largement le bien-être au travail. Là, j'ai relevé, là, dans le café pédagogique de vendredi, hein, la secrétaire générale adjointe du SNES, hein, qui nous dit qu'un autre facteur aggravant, c'est l'école inclusive. La profession a assez d'être pointée comme ayant pas fait ceci ou cela et d'être culpabilisée. On a une accumulation d'élèves nécessitant de la différenciation pédagogique, mais à 30 élèves par classe, au collège, on ne peut pas le faire. Vous voyez, ce genre d'assertion hein, de la secrétaire générale du SNES, eh bien, oui, on l'entend, certes, mais nous, notre objectif, c'est de dépasser cette déploration-là pour essayer de se dire, bon, certes, c'est un état de fait, mais maintenant, eh bien, comment on fait? Comment on fait pour que, eh bien, ça ne soit pas une charge de travail supplémentaire, pour que, eh bien, le manque de formation ne soit pas toujours un argument qui est mis en avant, et comment, eh bien sûr, le bien-être au travail, on peut retrouver du bien-être au travail en faisant son métier. On n'a quand même pas tort, 30 élèves par classe, quand tu fais la différenciation, c'est compliqué. Certes. Non mais eux, ils vont attendre de nous qu'on soit des magiciens. Hein. Ils vont nous demander, quand on va arriver, ils vont nous dire, alors, la solution. Tout à fait. Donc c'est le pari qu'on fait, nous, ce matin, et après on en rediscutera cet après-midi de ça. D'accord? Mais en tout cas, nous, ce qu'on voulait vous dire, c'est que on n'est pas hors sol, on n'est pas hors sol. Toutes ces questions-là, on les connaît, on le sait, on est dans le même bateau. Et donc, eh bien, la question qu'on se pose maintenant, c'est comment construire ensemble. Et je vais laisser la parole à Mickaël. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je me permets de prendre la parole. On est bien d'accord que ce temps de ce matin, c'est vraiment de la formation de formateurs. Donc, sans doute que je regarde la salle, on s'est beaucoup vus les uns et les autres. Il y a des éléments que vous nous aurez déjà entendus développer, puisque notre idée, c'était justement de faire de la diffusion auprès d'autres personnes que vous. Donc, regardez bien ça comme un formateur qui aura, un jour ou l'autre, à dispenser ce type de contenu. Bien entendu, vous êtes libre ensuite d'adapter les contenus qu'on vous propose. On a voulu vous faciliter la tâche, c'est-à-dire préparer pour vous un certain nombre de contenus. C'est pour ça qu'on donne les PowerPoint avec une présentation en théorie, voilà celle-ci, sur lesquelles
vous allez voir que vous pouvez écrire à droite, et le écrire à droite, c'est à la fois des questions de compréhension du contenu, mais aussi une inquiétude par rapport à votre travail de formateur. Ça, moi, par exemple, j'aurais du mal à le dire comme ça. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Donc la prise de notes, elle est double. Vous allez vous distinguer, vous scinder en deux par personne. Quelqu'un qui écoute ce que propose Michael, et en même temps, vous qui aurez un jour, sans doute, peut-être, à reproposer ce type de contenu. Ça va pour le contrat? Voilà pourquoi on filme aussi. C'est qu'on se disait qu'il y a certaines parties, on ne vous donnera pas tout ce soir, mais certaines parties que vous trouvez tellement bien dites et expliquées par Michael qu'il est inutile de le cloner. Et donc, on vous fera des captures de moments de la conférence. Et si vous le souhaitez, vous pourrez y avoir recours dans vos propres conférences. Évidemment, pas toute la matinée, parce que dans ce cas-là, ça ne serait pas la peine qu'on vous forme, mais des petites vignettes comme ça qui pourraient vous intéresser. Voilà pourquoi on a filmé. Voilà, j'ai fini parce qu'il ne faut pas qu'on perde de temps, François l'a dit. Mais gardez bien en tête qu'ici, vous êtes surtout formateur, en devenir. Alors, trois éléments pour compléter ça. En termes d'organisation, ce premier temps, on l'a prévu autour de 20-25 minutes. Donc peut-être qu'à un moment donné, je vais m'arrêter parce qu'en fait, j'ai essayé de le prévoir dans ce format-là, mais parfois, vous le savez aussi, on est un peu au-delà. Donc je vais garder en tête mon timing là. Je vais mettre. On peut échanger, on peut poser des questions. Justement, cet après-midi. Cet après-midi. L'objectif, c'est vraiment. Si vous pouvez tout noter, l'objectif, c'est ça. J'ai juste une question. On est destiné à intervenir auprès de combien de personnes à peu près? C'est quoi? C'est 15, c'est 30, c'est 50? Pour l'instant, le format n'est pas... Parce que ça change notre... Habituellement, hein, nous ce qu'on pense, hein, sans avoir, c'est pas encore contractualisé, mais on pense que 20 personnes, ça nous paraît le maximum à pas dépasser. Après, c'est le rectorat qui organise, donc savoir, nous, avec le rectorat, comment est-ce qu'on peut envisager des formations, un format de formation qui vous agrée et qui soit aussi, comment dire, bien, au bénéfice des profs. On sait très bien que si on est, si on est des 22-40, ça va être un petit peu compliqué. Alors, vous l'avez dit, certains vont attendre de vous que vous soyez des magiciens et que vous leur apportiez des éléments de réponse tout frais sur comment est-ce qu'on gère cette diversité-là. Moi, avec mon background d'enseignant-chercheur et pas d'enseignant du premier ou du second degré, je fais un choix un tout petit peu différent que celui du magicien dans un premier temps, pour une bonne raison, c'est que je fais le choix de vous présenter un peu plus finement ce qu'est la scolarisation inclusive. Alors vous savez, et en fait je me suis rendu compte en interagissant avec les collègues de l'ordinaire que eux ne savent pas précisément, par exemple l'illustration la plus typique c'est « mais c'est obligatoire ». Donc ils ne savent pas que la scolarisation inclusive, elle est déterminée par la loi, et les travaux de recherche montrent que pour être un acteur de l'école inclusive, donc pour vous comme pour eux, il faut commencer par déjà bien être capable de circonscrire ce qu'est l'école inclusive. Si effectivement j'ai qu'une idée vague de ce que c'est, alors je risque pas de m'engager pleinement dans cette activité. Alors, pour appuyer ça, je veux juste vous montrer une première étude qui a été réalisée par des collègues du Luxembourg, qui s'est intéressée au lien entre ce que les enseignants comprennent de l'inclusion et leurs attitudes vis-à-vis de cet objet, l'école inclusive. Est-ce qu'ils sont favorables ou défavorables selon ce qu'ils comprennent de l'école inclusive. Et ce que leurs travaux montrent, comme vous pouvez voir sur le graphique, c'est que lorsqu'ils ont une définition peu précise, en termes d'intégration sociale par exemple, c'est pour permettre aux élèves en situation de handicap d'être à l'école, en fait ils développent des attitudes plutôt peu favorables, alors que plus ils ont une compréhension fine de ce qu'est l'école inclusive, plus ils développent des attitudes favorables envers cet objet. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit. Il est très important d'avoir une bonne compréhension du concept et du paradigme
pour déjà anticiper et avoir des attitudes favorables à l'égard de cet objet. Ça va, ça? Alors, pour ça, je suis obligé de faire le choix de repasser à un niveau supérieur sur le contexte dans lequel s'inscrit l'école inclusive, et notamment celui qui va de pair, la société inclusive. Puisque vous le savez, l'école inclusive, elle a quand même pour objet de servir une société inclusive. Et pour comprendre ça, il faut remonter aux textes fondamentaux qui régissent notre fonctionnement, et notamment l'article 1er de la Constitution française, qui explique que la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Ça veut dire, ça, que la France, elle ne tolère aucune discrimination à l'encontre de ses citoyens. Et ça, elle va le renforcer à différents moments dans son histoire en ratifiant un certain nombre de textes. Mais la conclusion de ça, c'est que, quelles que soient les particularités d'un individu, l'égalité en droit lui est due. De quel droit on peut parler? Devant la scolarisation, Alors, déjà ça passe par là, mais sur les droits fondamentaux, dont la scolarisation. Et donc, il faut comprendre ça, et on a toujours du mal aujourd'hui à avoir le nombre d'enfants qui ne sont pas scolarisés, à qui on refuse ce droit. Donc, en ayant un certain nombre d'élèves qui sont complètement exclus du système scolaire, on est susceptible d'être pénalisé devant la Cour européenne des droits de l'homme, hein, puisqu'on est en contradiction avec aussi le droit européen là-dessus. Quand on s'intéresse à ce que disent les parents de personnes en situation de handicap notamment, vous savez que les associations ont joué un rôle clé dans l'avancement des droits des personnes en situation de handicap. Elles insistent sur le fait que les personnes en situation de vulnérabilité, j'ai choisi vulnérabilité à dessein, parce que là aussi l'école inclusive elle est trop souvent restreinte aux élèves en situation de handicap, alors que vous le savez bien que ça concerne un plus large groupe que ces élèves. Ces personnes en situation de vulnérabilité, elles ont la volonté de vivre leur vie comme tout le monde. Vivre leur vie comme tout le monde, c'est effectivement choisir son mode de vie, participer à la vie de la cité. En ce moment, Sophie Cluzel, dans la perspective des élections municipales, fait beaucoup de promotion pour la participation de personnes en situation de handicap à la fois aux élections et en tant que candidat. Donc participer à la vie de la cité, c'est un des objectifs, et puis être acteur de celle-ci. Et pour faire ça, pour pouvoir atteindre cet objectif-là, qui, vous l'aurez compris, n'est pas qu'un objectif moral, mais aussi un objectif légal, hein, la société doit être redéfinie, le fonctionnement de la société doit être redéfini par toutes et tous, c'est-à-dire que bien souvent, les personnes en situation de handicap sont prises comme témoins, mais ne sont pas vraiment acteurs des prises de décision. Et donc, ce que les associations réclament, c'est qu'ils soient partie prenante de ces choix-là, pour toutes et tous, et afin d'être réellement ouvertes à toutes et tous. En fait, l'objectif, il est là, c'est d'avoir une société réellement ouverte à tous. C'est ça une société inclusive, c'est une société qui permet à chacun d'exercer l'ensemble de ses droits. On est clair là-dessus? Je vous ai juste mis une citation de Charles Gardou qui fait autorité sur cette question de la société inclusive, qui reprécise bien ça. La société inclusive relève d'un investissement global, donc tout le monde est impliqué dans cette transformation de la société. Ce qui prime, c'est l'investissement sur le contexte pour le rendre propice à tous, afin de signifier concrètement à chaque membre de la société ce qui fait votre singularité
votre âge, votre identité ou orientation sexuelle, vos caractéristiques génétiques, vos appartenances culturelles ou sociales, votre langue et vos convictions, vos opinions politiques ou toute autre opinion, vos potentialités, vos difficultés ou votre handicap, ne peut pas vous priver du droit de jouir de l'ensemble des biens sociaux. Ils ne sont la prérogative de personne. Donc, ça, c'est l'objectif dans lequel la scolarisation inclusive s'inscrit, c'est de ne pas priver des enfants qui pourraient être exclus du système scolaire de leur droit fondamental à la scolarisation. Je vous ai déjà dit ça, donc